Bonjour à vous. Quand on entend le terme anarchisme, on pense souvent au désordre, à la violence, à l'absence de règles, parfois même à l'effondrement de toute vie commune. C'est donc par là qu'il faut commencer, car dans son sens historique et philosophique classique, l'anarchisme n'est pas la théorie du chaos. C'est au contraire une pensée politique exigeante qui pose une question radicale. Une société peut-elle s'organiser sans maître ? Étymologiquement, le mot vient du grec et signifie littéralement l'absence de commandement, de pouvoir souverain ou de chef. L'idée de départ de l'anarchisme est donc simple. Aucun être humain n'a par nature le droit d'en gouverner un autre. Autrement dit, aucune autorité ne doit être tenue pour naturelle, sacrée ou indiscutable. Toute prétention à commander doit toujours pouvoir être justifiée, interrogée, contrôlée, limitée. En ce sens, l'anarchisme est d'abord une critique de la domination. Mais il faut être précis. L'anarchisme ne rejette ni toute organisation, ni toute règle, ni même toute forme de coordination. Ce qu'il conteste, c'est le fait qu'un pouvoir s'installe durablement au-dessus des individus et des groupes, qu'ils décident à leur place et qu'il échappe à leur contrôle. L'anarchisme ne dit donc pas plus aucune règle. Il dit plutôt aucune règle ne devrait être imposée sans la participation réelle de ceux qu'elle concerne. De la même façon, l'anarchisme ne confond pas la compétence avec le pouvoir. Écouter un médecin ou un ingénieur parce qu'ils connaissent leur domaine d'expertise, faire confiance à un artisan parce qu'il maîtrise son métier, ce n'est évidemment pas la même chose qu'obéir à un pouvoir politique ou social qui prétend décider pour nous. Dans un cas, on subit un rapport de commandement, dans l'autre, on reconnaît librement un savoir. Et beaucoup d'anarchistes diraient même qu'il vaut mieux ne pas appeler cela une autorité, justement pour éviter la confusion. À partir de là, on comprend mieux le noyau philosophique de l'anarchisme. Dans la grande tradition de l'anarchisme social, la liberté et l'égalité ne s'opposent pas, elles se supposent mutuellement. Il ne peut pas y avoir de liberté véritable dans une société où certains dépendent économiquement des autres, où les uns commandent pendant que les autres exécutent, où la parole de quelques-uns vaut davantage que celle de tous les autres. Une liberté purement abstraite ou purement juridique ne suffit pas si dans les faits on vit sous la dépendance d'autrui. C'est pourquoi, dans ses formulations les plus cohérentes, et davantage encore dans nombre de ses développements ultérieurs, l'anarchisme critique non seulement l'État, mais aussi les hiérarchies économiques, sociales, patriarcales ou coloniales, même si certains de ses représentants historiques n'ont pas toujours été à la hauteur de cette exigence. Son véritable adversaire, ce n'est donc pas seulement le gouvernement, c'est la domination sous toutes ses formes. Et contrairement à une idée reçue, l'anarchisme n'est pas une pensée purement négative qui se contenterait de dire non. Il propose aussi des principes d'organisation. On y trouve par exemple l'association volontaire, l'autogestion, des formes de démocratie directe fondées sur la participation effective de tous, la délégation encadrée par des mandats précis, le contrôle et la révocabilité des délégués, ou encore le fédéralisme, c'est-à-dire l'idée que des groupes, des communes, des ateliers, des syndicats ou des collectifs peuvent s'organiser librement entre eux à partir de la base, sans qu'un centre tout-puissant décide pour tous. L'ordre anarchiste n'est donc pas l'absence d'ordre, c'est la recherche d'un ordre sans domination, un ordre construit horizontalement par la délibération, l'entraide et la responsabilité partagée. Il faut d'ailleurs parler de l'anarchisme au pluriel, car il n'existe pas une seule doctrine anarchiste. Il y a des anarchismes individualistes, mutualistes, collectivistes, communistes libertaires ou encore anarcho-syndicalistes. Proudhon, par exemple, qui est un des premiers à se revendiquer anarchiste, va critiquer la propriété lorsqu'elle devient un droit absolu permettant de tirer pouvoir et revenus du travail d'autrui, mais il en défendra aussi certaines formes lorsqu'elles garantissent l'indépendance des individus face à l'État.
Bakounine insistera sur le fait que l'État, la religion autoritaire et l'exploitation économique se soutiennent mutuellement. Quant à Kropotkin, il place au centre l'idée d'entraide et il soutient, contre le darwinisme social de son époque, que la coopération est elle aussi une force décisive dans l'histoire du vivant et des sociétés. Plus tard, Emma Goldman rappellera que la liberté anarchiste ne concerne pas seulement l'État ou l'économie, mais aussi la vie quotidienne, les mœurs, la culture, le corps, l'amour et les rapports entre les sexes. Ce qui unit ces différents penseurs, ce n'est donc pas un programme unique, mais plutôt une intuition commune. Une société juste ne doit pas reposer sur l'obéissance, mais bien sur la libre coopération entre égaux. Il faut cependant reconnaître que les adversaires de l'anarchisme posent des objections sérieuses. Une société complexe, disent-ils, a besoin de coordination, de décisions communes, de procédures pour trancher les conflits, pour assurer la sécurité. Comment dès lors faire tout cela sans pouvoir central ? Comment faire face aux conflits, à la violence, aux intérêts divergents ? Comment éviter l'apparition de pouvoirs informels, parfois plus difficiles encore à contrôler ? Comment empêcher qu'au nom de la liberté, les plus organisés, les plus influents ou les plus violents ne prennent l'ascendant sur les autres ? Ce sont là de vraies questions, et l'anarchisme n'y répond pas toujours d'une seule et même voie. L'histoire de l'anarchisme, en outre, comporte aussi des zones d'ombre. À la fin du XIXe siècle, certains anarchistes ont défendu ce qu'ils appelaient la propagande par le fait, c'est-à-dire l'idée que certains actes concrets et exemplaires pouvaient réveiller les consciences ou déclencher un soulèvement. Dans certains cas, cette stratégie a pris la forme d'attentats, parfois meurtriers, qui ont profondément marqué l'image publique de l'anarchisme. Mais réduire toute cette tradition à ces épisodes violents serait une erreur majeure, car l'histoire anarchiste, c'est aussi celle des syndicats, des coopératives, des écoles libertaires inspirées par une pédagogie anti-autoritaire, des expériences d'autogestion. L'histoire anarchiste, c'est aussi celle de la Révolution espagnole de 1936, qui fut l'une de ses tentatives historiques les plus ambitieuses, même si elle fut finalement écrasée. Si l'anarchisme reste aujourd'hui encore une pensée politique et philosophique essentielle, c'est surtout parce qu'il nous oblige à poser une question que les sociétés préfèrent souvent éviter. Pourquoi obéissons-nous ? Et plus profondément encore, qu'est-ce qui rend une autorité légitime ? En ce sens, l'anarchisme n'est pas seulement une doctrine politique parmi d'autres, c'est une exigence critique permanente. Il nous rappelle qu'aucun pouvoir ne devrait être accepté simplement parce qu'il existe, parce qu'il est ancien, parce qu'il est légal ou même parce qu'il est efficace. Un pouvoir doit toujours pouvoir être contesté, discuté, limité et être soumis au jugement de ceux sur qui il s'exerce. Au fond, l'anarchisme ne promet pas un monde parfait, sans conflit ni difficulté. Il porte une ambition somme toute plus exigeante encore. Prendre au sérieux l'idée que des êtres humains libres, égaux et solidaires peuvent apprendre à s'organiser sans domination. On peut juger cette ambition trop haute, trop risquée, peut-être même irréalisable dans sa forme complète, mais on ne peut pas la balayer d'un revers de main, car elle touche au cœur même de la philosophie politique. Au lieu de demander simplement comment être bien gouverné, l'anarchisme pose une question plus profonde, plus inconfortable et plus libre aussi. Avons-nous réellement besoin de maîtres ? Et c'est pourquoi on peut dire que l'anarchisme, loin d'être le nom du chaos, est d'abord l'un des noms les plus exigeants de la liberté.